Sous la pluie fine d'un soir de juin, Théo se tenait seul sur le trottoir, face à l'amphithéâtre de l'université de Dijon. Son cœur battait à tout rompre, non pas à cause de la cérémonie de remise de diplôme qu'il attendait, mais parce que ses parents, ceux qu'il avait aimés toute sa vie, ne seraient pas là. Ils avaient choisi de tourner le dos à leur fils, tout ça parce qu'il aimait un homme. Il ajusta sa toge noire, les doigts tremblants, et murmura pour lui-même « Je n'ai pas besoin d'eux ». Mais les mots sonnaient creux. La vérité, c'était que leur absence le brisait. Théo, 22 ans, avait grandi dans une famille bourgeoise de Dijon, où les traditions pesaient plus lourd que les sentiments. Quand il avait fait son coming out à 18 ans, sa mère avait pleuré, son père avait crié, et son frère aîné, Paul, avait simplement détourné le regard. Depuis, il avait relégué au rang d'étranger, comme si son amour pour Julien, un étudiant en art rencontré à l'université, était une tache indélébile sur l'honneur familial. Mais ce soir-là, alors que Théo relevait la tête, une silhouette familière émergea de la foule qui se pressait vers l'entrée. Amira, sa meilleure amie, 24 ans, une étudiante en droit d'origine marocaine, fendit la masse avec son énergie habituelle. Ses cheveux noirs dansaient sous son parapluie rouge, et ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « T'es pas seul, Théo, » dit-elle en lui prenant le bras. « On va faire de ce moment le tien, pas le leur. » Dans la salle, les sièges réservés pour sa famille restaient vides, une blessure silencieuse au milieu du brouhaha joyeux des autres diplômés et de leurs proches. Théo sentit un nœud se former dans sa gorge, mais Amira, fidèle à elle-même, ne le laissa pas s'effondrer. « Regarde autour de toi, » murmura-t-elle. « Ces gens sont là pour célébrer ton travail, pas pour juger qui tu aimes. » Elle avait raison, mais la douleur restait là, tapie, comme une ombre. La cérémonie commença, et Théo monta sur scène pour recevoir son diplôme en littérature, sous les applaudissements chaleureux de l'assemblée. Pourtant, chaque sourire qu'il croisait lui rappelait ceux qui manquaient. Il pensa à Julien, qui n'avait pas pu venir ce soir-là à cause d'une exposition à Paris. « Tu mérites ça, Théo », lui avait-il écrit dans un message. « Sois fier. » Mais comment être fier quand ceux qui vous ont élevé vous renient ? Alors qu'il quittait l'estrade, un murmure parcourut la salle. Les portes s'ouvrirent à la volée, et un groupe d'étudiants, amis de Théo et d'Amira, fit irruption, brandissant des pancartes arc-en-ciel. « On t'aime, Théo !» cria une voix. La foule, d'abord surprise, éclata en applaudissements. Amira, les larmes aux yeux, serra Théo dans ses bras. « Tu vois » chuchota-t-elle. « Ta vraie famille, elle est là. » Mais ce n'était que le début. Ce que Théo ignorait, c'était que cette soirée allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi celle de toute la ville. Quelque chose de plus grand se préparait, une vague d'émotions et de révélations qui allait secouer Dijon et faire trembler les murs des préjugés. Le lendemain, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Une vidéo de l'entrée des étudiants avec leurs pancartes avait été partagée par un spectateur, et en quelques heures, elle était devenue virale. Les hashtags Théo est nous et Amour sans honte circulaient, accompagnés de messages de soutien de toute la France. Théo, encore sous le choc, regardait son téléphone avec incrédulité. « C'est à cause de moi, ça ?» demanda-t-il à Amira, qui riait en scrollant sur son propre écran. « À cause de toi ? Non, grâce à toi, » répondit-elle. Amira, avec son énergie débordante, avait déjà contacté des associations locales pour organiser une marche de soutien. « Dijon a besoin de voir ça, Théo. Pas juste toi, mais tout ce que tu représentes. » Cependant, tout n'était pas rose. La famille de Théo, informée par des cousins éloignés, réagit avec colère. Son père, Bernard, un homme d'affaires respecté, envoya un message cinglant « Tu nous fais honte. Arrête ce cirque. » Sa mère, Claire, resta silencieuse, mais Théo savait qu'elle partageait l'opinion de son mari. Paul, son frère, lui écrivit pour la première fois depuis des mois « Tu veux vraiment détruire notre réputation ?» Théo sentit la colère monter. Détruire leur réputation ? Lui, qui avait travaillé dur pour obtenir son diplôme avec mention, qui avait aimé en silence pour ne pas déranger, qui avait tout fait pour être le fils parfait. Il serra les poings, prêt à répondre, mais Amira posa une main sur son épaule. « Ne leur donne pas ce pouvoir, » dit-elle doucement. « Concentre-toi sur ceux qui t'aiment vraiment. » Et ils étaient nombreux. Julien, de retour de Paris, rejoignit Théo le soir même. Âgé de 23 ans, avec ses cheveux blonds en bataille et son sourire doux, il était l'antidote à la douleur de Théo. « Je suis tellement fier de toi, » murmura-t-il en l'enlaçant. « Et je suis là, maintenant. On va affronter ça ensemble. » La marche organisée par Amira eut lieu une semaine plus tard, dans les rues pavées de Dijon. Des centaines de personnes, jeunes et moins jeunes, se rassemblèrent, brandissant des drapeaux arc-en-ciel et des pancartes proclamant l'amour et l'égalité. Théo, au départ réticent,
se retrouva porté par l'énergie de la foule. Il marcha aux côtés de Julien et d'Amira, le cœur gonflé d'un mélange de peur et d'espoir. Mais au détour d'une rue, il aperçut une silhouette familière. Paul, son frère, debout sur le trottoir, le visage fermé. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Paul allait-il rejoindre la marche? Ou allait-il, comme leurs parents, tourner le dos à Théo une fois de plus? La réponse à cette question allait changer la donne, non seulement pour Théo, mais pour toute sa famille. Paul détourna les yeux, et Théo sentit son cœur se serrer. La foule continuait d'avancer, les chants et les rires résonnant dans les rues, mais pour Théo, tout s'était figé. Son frère, celui qu'il avait l'autre fois porté sur ses épaules lorsqu'ils étaient enfants, celui qui lui avait appris à faire du vélo, venait de choisir son camp. Et ce n'était pas le sien. Julien, sentant la tension, serra doucement la main de Théo. « Ne le laisse pas te briser », murmura-t-il. Théo hocha la tête, mais la douleur était là, comme une lame plantée dans sa poitrine. Il voulait crier, supplier Paul de le regarder, de comprendre. Mais il se contenta de marcher, porté par la chaleur d'Amira à sa gauche et de Julien à sa droite. La marche se termina sur la place d'Arcy, où une estrade de fortune avait été dressée. Amira, toujours à l'aise sous les projecteurs, prit le micro. « Ce soir, nous sommes ici pour Théo, pour l'amour, pour la liberté d'être soi. » lança-t-elle, sa voix vibrant d'émotion. La foule répondit par des acclamations. Théo, poussé par Amira, monta sur scène. Il n'avait rien préparé, mais lorsqu'il prit le micro, les mots jaillirent, bruts, sincères. « J'ai cru que perdre ma famille était la fin, » dit-il, sa voix tremblante. « Mais vous, tous ici, vous m'avez montré que la famille, c'est plus que le sang. C'est l'amour, le soutien, l'acceptation. » Les larmes lui montèrent aux yeux, mais il continua. « Je ne suis pas parfait, mais je suis moi. Et je ne m'excuserai pas pour ça. » La foule explosa en applaudissements, et Théo sentit une vague de chaleur l'envahir. Pour la première fois depuis des années, il se sentit vu, aimé, non pas malgré qui il était, mais à cause de qui il était. Julien monta sur scène et l'enlaça, sous les vivas de la foule. Amira, les yeux brillants, leva un poing triomphant. Mais le lendemain, la réalité rattrapa Théo. Un article dans le journal local, signé par un chroniqueur conservateur, critiquait la marche, la qualifiant de « provocation inutile ». Pire encore, l'article mentionnait la famille de Théo, décrivant Bernard et Claire comme des « victimes d'une idéologie moderne ». Théo lut ces mots, la rage montant en lui. Victimes, eux, qui l'avaient rejeté. Eux, qui avaient choisi leur image plutôt que leur fils. Il décida d'agir. Avec l'aide d'Amira et de Julien, il rédigea une lettre ouverte, publiée sur les réseaux sociaux et reprise par plusieurs médias locaux. « À ma famille », écrivait-il, « je ne vous demande pas de comprendre tout de suite. Mais sachez que je ne cesserai jamais d'aimer, de vivre, d'être moi. Et si cela vous fait honte, c'est votre fardeau, pas le mien. » La lettre fit l'effet d'une bombe. Les messages de soutien affluèrent, mais aussi les critiques. Certains habitants de Dijon, attachés aux traditions, prirent le parti de la famille de Théo. Une pétition circula même pour protéger les valeurs familiales. Théo, épuisé par cette tempête médiatique, commença à douter. « Et si je faisais plus de mal que de bien ?» confia-t-il à Julien un soir, alors qu'ils étaient blottis sur le canapé. Julien, toujours calme, posa une main sur sa joue. « Tu fais du bien à ceux qui ont besoin de voir qu'ils ne sont pas seuls, » répondit-il. « Pense à tous les jeunes qui lisent ta lettre, qui voient la marche. Tu leur donnes du courage. » Ces mots redonnèrent de la force à Théo, mais une nouvelle épreuve l'attendait. Un matin, il reçut un appel de sa mère, Claire. Sa voix, d'habitude si posée, tremblait. « Théo, il faut qu'on parle. Ton père, il est malade. » Le choc figea Théo. Malade? Était-ce une ruse pour le faire revenir, ou une vérité qui allait tout changer? Il raccrocha, le cœur lourd, et se tourna vers Julien et Amira. « Qu'est-ce que je fais ?» demanda-t-il, perdu. Amira, pragmatique, répondit « Tu vas les voir. Pas pour eux, mais pour toi. Pour ne jamais regretter. » Julien acquiesça, ajoutant « Mais tu n'y vas pas seul. On est avec toi. » Ainsi, Théo se prépara à affronter sa famille, ignorant que cette rencontre allait révéler des secrets enfouis depuis des années, des vérités qui allaient bouleverser non seulement sa vie, mais aussi l'histoire de sa famille et de toute la ville de Dijon. La maison familiale, un hôtel particulier du XVIIIe siècle dans le quartier historique de Dijon, semblait figée dans le temps. Théo, debout devant la lourde porte en chêne, sentit une boule se former dans sa gorge. À ses côtés, Julien et Amira formaient un rempart silencieux,
leur présence le seul ancrage qui l'empêchait de faire demi-tour. Lorsque Claire ouvrit la porte, son visage était pâle, marqué par des cernes profonds. « Théo » murmura-t-elle, avant de jeter un regard méfiant à Julien et Amira. « Ils ne peuvent pas entrer. » Théo serra les poings. « Ils viennent avec moi, ou je repars. » Claire hésita, puis s'effaça, les lèvres pincées. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde. Bernard, assis dans un fauteuil du salon, semblait diminuer. Ses cheveux, autrefois d'un gris distingué, étaient clairsemés, et ses mains tremblaient légèrement. « Cancer, dit-il sans préambule, sa voix rauque. Les médecins me donnent 6 mois, peut-être moins. Théo sentit son cœur se fissurer. Malgré tout, cet homme était son père. Mais la conversation tourna vite au vinaigre. « Si tu es venu pour me faire la morale, épargne-moi, » lâcha Bernard. « Ton mode de vie, c'est une honte. Et maintenant, tu traînes notre nom dans la boue avec tes manifestations. » Théo, piqué au vif, répondit « Ma vie n'est pas une honte. C'est la vôtre, qui rejetez votre propre fils. » Julien posa une main apaisante sur son bras, mais Amira, incapable de se taire, intervint. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, Théo est l'une des personnes les plus courageuses que je connaisse. Vous devriez être fier de lui. » Bernard la foudroya du regard, mais Claire, jusque-là silencieuse, murmura « Ça suffit. » Alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Claire se tourna vers Théo, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas comment faire, Théo. J'ai grandi avec des idées qui m'empêchent de t'accepter. Mais je ne veux pas te perdre. Pas comme ça. » Ces mots, fragiles mais sincères, firent vaciller Théo. Était-ce un premier pas, ou une simple illusion? Paul entra dans la pièce à cet instant, brisant la tension. « Tu ne peux pas juste revenir et tout bouleverser, » lança-t-il à Théo. « Tu crois que c'est facile pour nous? » Théo, épuisé, rétorqua. « Facile? Tu crois que c'est facile pour moi d'être rejeté par ma propre famille? » La dispute s'envenima, jusqu'à ce que Claire craque. « Arrêtez !» cria-t-elle. Puis, d'une voix brisée, elle ajouta « Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Tous se turent. Claire prit une profonde inspiration. « Votre oncle, Michel, il était comme toi, Théo. Il était gai. Et votre grand-père l'a chassé. Il est mort seul, à Paris, sans que personne ne le sache. » Le silence qui suivit était assourdissant. Théo sentit le sol se dérober sous ses pieds. Un oncle gai, banni par la famille? Pourquoi personne ne lui en avait-il jamais parlé? Bernard, le visage fermé, murmura « C'était mieux ainsi. Pour l'honneur de la famille. » Mais Claire secoua la tête. « Non, c'était une erreur. Et je ne veux pas refaire la même avec toi, Théo. » Cette révélation changea tout. Théo comprit que son combat n'était pas seulement le sien, mais celui d'une histoire familiale marquée par le silence et la douleur. Il quitta la maison ce jour-là, bouleversé, mais avec une lueur d'espoir. Claire avait promis de parler à Bernard, de le convaincre d'ouvrir son cœur. Mais Théo savait que le chemin serait long. De retour à son appartement, il trouva un message d'un journaliste local, proposant une interview pour raconter son histoire. Amira, toujours en première ligne, insista « Fais-le. Pas pour toi, mais pour tous ceux qui ont besoin d'entendre ton histoire. » Julien, plus prudent, ajouta « Assure-toi que c'est sur tes termes. » Théo accepta l'interview, et ce qu'il ignorait, c'était que cette décision allait déclencher une série d'événements qui allaient non seulement changer sa vie, mais aussi rallier toute la ville autour de sa cause. L'interview eut lieu dans un petit café du centre de Dijon, un lieu chaleureux où les murs étaient couverts d'affiches d'artistes locaux. Théo, nerveux, triturait sa tasse de café tandis que la journaliste, une femme d'une trentaine d'années nommée Sophie, posait ses questions avec une douceur inattendue. « Pourquoi continuer à vous battre, Théo ?» demanda-t-elle. « Après tout ce que vous avez traversé, pourquoi ne pas simplement tourner la page ?» Théo réfléchit, les yeux perdus dans le vague. Puis il répondit « Parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre vive ce que j'ai vécu. Je veux que les jeunes comme moi sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils méritent d'être aimés. » Sophie hocha la tête, notant chaque mot. L'interview, publiée le lendemain, toucha une corde sensible. Les habitants de Dijon, jusqu'alors partagés, commencèrent à voir Théo non pas comme un provocateur, mais comme un jeune homme courageux, luttant pour son droit à exister. Les jours suivants, des lettres et des messages affluèrent. Une adolescente de 16 ans lui écrivit « Je suis lesbienne et j'ai peur de le dire à mes parents. Votre histoire m'a donné de l'espoir. » Un père de famille confia « J'ai jugé trop vite. Merci de m'avoir fait réfléchir. » Théo, submergé, lut chaque message avec Julien et Amira, alternant entre larmes et rires. Mais tout n'était pas gagné.
Un groupe conservateur local organisa une contre-manifestation dénonçant ce qu'ils appelaient une attaque contre les valeurs traditionnelles. Théo, en apprenant la nouvelle, sentit la peur monter. « Et s'ils deviennent violents ?» demanda-t-il à Amira, qui organisait une nouvelle marche en réponse. Elle haussa les épaules, un sourire en coin. « Qu'ils essaient. On est plus nombreux, et on a l'amour de notre côté. » La deuxième marche fut encore plus grande que la première. Des associations de toute la Bourgogne se joignirent, et même des élus locaux firent leur apparition, timidement mais visiblement. Théo, au centre de la foule, portait une pancarte où il avait écrit « L'amour n'est pas un choix, mais l'acceptation, si ». Julien, à ses côtés, arborait un sourire radieux, et Amira, infatigable, scandait des slogans avec la foule. Mais au milieu de la marche, un incident éclata. Un groupe de contre-manifestants tenta de bloquer la route, criant des insultes. Théo sentit son cœur s'accélérer, mais avant que la situation ne dégénère, une silhouette inattendue s'interposa. Paul. Son frère, qu'il n'avait pas revu depuis leur dispute, se tenait là, face aux manifestants hostiles. « Laissez-les passer », dit-il d'une voix ferme. La foule, surprise, se tut. Théo, abasourdi, s'approcha. « Paul, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il. Paul baissa les yeux, mal à l'aise. « J'ai lu ton interview. Et j'ai parlé à maman. Elle m'a raconté pour l'oncle Michel. Je ne veux pas être comme grand-père. » Ces mots, simples mais lourds, firent vaciller Théo. Était-ce possible? Son frère, après tout ce temps, commençait-il à comprendre? La marche se termina sans violence, mais l'image de Paul défendant la foule fit le tour des réseaux sociaux. Dijon, cette petite ville paisible, était en ébullition. Les journaux parlaient désormais d'une révolution de l'amour, et Théo, malgré lui, en était le visage. Mais il savait que le vrai combat était ailleurs, dans le cœur de sa famille et dans celui de son père, dont la santé déclinait. Ce soir-là, Théo reçut un appel de Claire. « Ton père veut te voir, » dit-elle. Seul. Théo raccrocha, le cœur battant. Était-ce une chance de réconciliation ou un dernier affront? Il n'avait plus le choix, il devait y aller. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et le silence. Bernard était allongé, relié à des machines qui émettaient des bips réguliers. Théo, debout près de la porte, hésitait à avancer. Son père, autrefois si imposant, semblait fragile, presque méconnaissable. « Assieds-toi » murmura Bernard, sa voix faible mais autoritaire. Théo obéit, le cœur lourd. « Pourquoi m'as-tu appelé » demanda-t-il, tentant de masquer son appréhension. Bernard détourna le regard, fixant la fenêtre où la lumière pâle de l'après-midi filtrait. « Je ne vais pas m'excuser, » dit-il enfin. « Mais je ne veux pas partir en te laissant comme ça. » Ces mots, loin d'être une réconciliation, étaient un début. Théo sentit une colère ancienne remonter, mais il la ravala. « Tu m'as rejeté, papa. Tu as choisi ton orgueil plutôt que moi. » Bernard ferma les yeux, comme si les mots de son fils étaient une lame. « J'ai été élevé comme ça, Théo. On m'a appris que certaines choses ne se font pas. » Théo se leva, incapable de rester immobile. « Et l'amour, papa? Est-ce que ça ne se fait pas non plus ?» Sa voix tremblait, mais il continua. « Julien, c'est ma vie. Et je ne vais pas arrêter de l'aimer pour te faire plaisir. » Bernard ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix presque inaudible, il murmura « Je ne te demande pas d'arrêter. Je te demande de me donner du temps. » Théo quitta l'hôpital, partagé entre l'espoir et la méfiance. Était-ce sincère, ou juste la peur de la mort qui parlait? Il en parla à Julien et Amira ce soir-là, dans leur petit appartement encombré de livres et de souvenirs. « Il a peur, » dit Julien doucement. « Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, Amira. » Plus pragmatique, ajouta « Donne-lui une chance, mais ne te perds pas pour lui. » Les semaines suivantes furent un tourbillon. La ville de Dijon continuait de vibrer au rythme de l'histoire de Théo. Une association locale proposa d'organiser un festival pour l'égalité, et Théo fut invité à prendre la parole. Il accepta, poussé par Amira, qui voyait là une occasion de faire avancer leur cause. Julien, quant à lui, travaillait sur une série de peintures inspirées par leur histoire, qu'il comptait exposer lors du festival. Mais un soir, alors que Théo préparait son discours, il reçut un message de Paul. « Je veux t'aider avec le festival. Dis-moi ce que je peux faire. » Théo, stupéfait, appela son frère. Leur conversation, hésitante au début, devint vite profonde. Paul avoua qu'il avait eu honte de son silence, qu'il avait peur de défier leur père, mais que l'histoire de l'oncle Michel l'avait ébranlé. « Je ne veux pas être celui qui rejette son frère, » dit-il. « Je veux être de ton côté. »
Cette alliance inattendue donna un nouvel élan à Théo. Avec Paul à ses côtés, il se sentit plus fort, prêt à affronter le festival et tout ce qu'il représentait. Mais une ombre planait encore. Bernard. Allait-il tenir sa promesse de changer, ou retomber dans ses vieux réflexes? Théo savait que la réponse viendrait bientôt, et qu'elle déterminerait l'avenir de leur famille. Le festival pour l'égalité, baptisé « Couleurs de Dijon », transforma la ville en une explosion de vie. Les rues étaient ornées de drapeaux arc-en-ciel, et des stands proposaient des ateliers, des concerts et des expositions. Julien avait installé ses toiles dans une petite galerie temporaire, chacune racontant une facette de leur histoire d'amour, de lutte et d'espoir. Théo, en les découvrant, sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu rends tout ça si beau », murmura-t-il à Julien, qui lui répondit par un sourire timide. Sur la scène principale, Théo monta pour son discours, le cœur battant. La foule, immense, l'observait avec une attente palpable. Paul se tenait au premier rang, aux côtés d'Amira, un soutien silencieux mais puissant. « Dijon, » commença Théo, sa voix claire malgré sa nervosité, « cette ville est ma maison. Mais pendant longtemps, je ne m'y suis pas senti chez moi. Pas à cause de vous, mais à cause de ceux qui pensent que l'amour peut être jugé. » Il raconta son histoire, sans phare, le rejet de sa famille, la douleur, mais aussi l'amour qu'il avait trouvé auprès de Julien, d'Amira, et maintenant de toute une communauté. L'amour ne divise pas, conclut-il. Il unit. Et aujourd'hui, nous sommes unis. La foule éclata en applaudissements, et Théo, pour la première fois, sentit qu'il n'était plus seul. Mais le moment le plus bouleversant vint à la fin du festival. Alors que les lumières s'éteignaient et que la foule se dispersait, Théo aperçut une silhouette familière près de la scène. Claire. Sa mère, vêtue d'un simple manteau gris, se tenait là, les yeux rougis. « Je suis venue, » dit-elle simplement. « Je voulais te voir. » Théo, bouleversé, s'approcha. « Et papa » demanda-t-il, la gorge serrée. Claire secoua la tête. « Il n'est pas prêt. Mais moi, je le suis. » Elle tendit les bras, et Théo, après une hésitation, s'y blottit. C'était la première étreinte de sa mère depuis des années, et elle valait tous les maux du monde. Paul rejoignit l'étreinte, et pour un instant, Théo retrouva un morceau de sa famille. Mais il savait que Bernard restait un obstacle. Le festival avait changé Dijon, mais pourrait-il changer son père? La réponse vint plus vite qu'il ne l'attendait. Les jours qui suivirent le festival, Dijon semblait transformé. Les journaux locaux ne parlaient que de couleurs de Dijon, et même les plus réticents commençaient à admettre que la ville avait besoin de ce vent de changement. Théo, porté par cet élan, décida de rendre visite à son père une dernière fois, accompagné de Paul et de Claire. À l'hôpital, Bernard était plus faible que jamais. Mais lorsque Théo entra, il remarqua un changement dans son regard. « J'ai vu le festival à la télé, » murmura Bernard. « Et j'ai vu ta mère y aller. » Il marqua une pause, luttant pour respirer. « Je ne comprends pas tout, Théo. Mais je ne veux pas te perdre. » Ces mots, si simples, étaient tout ce que Théo avait attendu. Il prit la main de son père, les larmes aux yeux. « Tu ne me perdras pas, papa. Mais il faut que tu m'acceptes. » Bernard hocha la tête, un geste presque imperceptible, mais qui valait tout l'or du monde. La réconciliation fut lente, mais réelle. Bernard, affaibli par la maladie, commença à poser des questions sur Julien, sur la vie de Théo. Claire, libérée par sa propre démarche, devint un pont entre eux. Paul, quant à lui, s'impliqua activement dans les associations locales, déterminé à réparer ses erreurs passées. Théo et Julien, plus forts que jamais, décidèrent de s'installer ensemble à Dijon, dans un petit appartement près de la place d'Arcy. Amira, toujours leur rock, poursuivit son combat pour l'égalité, inspiré par l'impact qu'ils avaient eu. La ville, autrefois divisée, s'unissait peu à peu autour d'une idée simple. L'amour mérite d'être célébré, pas jugé. 1 an plus tard, Dijon n'était plus la même. Le festival Couleurs de Dijon était devenu un événement annuel, attirant des visiteurs de toute la France. Théo, désormais conférencier pour les droits LGBT, voyageait avec Julien pour partager leur histoire. Leur amour, autrefois source de rejet, était devenu un symbole d'espoir. Bernard, bien que toujours malade, assistait aux événements quand sa santé le permettait. Lors de la 2e édition du festival, il monta sur scène, soutenu par Claire, et prononça des mots qui firent vibrer la foule. « J'ai eu tort. Mon fils m'a appris ce qu'est l'amour. Et je suis fier de lui. » Ce moment, retransmis à la télévision, marqua un tournant. Dijon, cette petite ville de Bourgogne, devint un exemple de tolérance et d'acceptation. Théo, regardant la foule depuis la scène, sentit une paix profonde l'envahir. Il serra la main de Julien, puis celle d'Amira,
et enfin celle de Paul et de Claire. Sa famille, brisée puis reconstruite, était là. Mais plus encore, il avait trouvé une famille plus grande, celle d'une communauté qui avait choisi l'amour. Le rebondissement qui fit vibrer Dijon n'était pas seulement celui d'une famille réunie, mais celui d'une ville entière qui avait appris à ouvrir son cœur. Théo, en regardant les drapeaux arc-en-ciel flotter dans le vent, sut que son combat avait valu la peine. Car au bout du compte, l'amour gagne toujours.